Le jeu vidéo au cinéma est maudit, un mariage impossible qui nous a donné les films les plus effroyables de l'histoire. Mais est-ce que c'est toujours vrai? On est avec Lohan de Trash Bandicoot pour répondre à la question. Au milieu des horreurs qu'Hollywood nous a servi depuis 40 ans, est-ce qu'il y a des bonnes adaptations de jeux vidéo sur grand écran? La malédiction des films Mario. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Tout le monde attendait le nouveau film Mario. Normal, après tout, c'est Nintendo qui a sauvé le jeu vidéo tout entier après le crash de 83. 40 millions d'exemplaires vendus et plus d'1,5 milliard de recettes pour le premier Super Mario Bros. Il a montré au monde entier que les jeux électroniques n'avaient pas dit leur dernier mot. Le plombier moustachu devient le symbole de son média, icône mondialement connue avec ses goodies, ses chansons et même sa propre émission télé. Connais-tu les deux frères plombiers? Son premier film sort au Japon en 86, mais pas chez nous. En Occident, on avait surtout des films sur le fait de jouer. Tron, Wargame, The Last Starfighter, des films sur des joueurs plutôt que sur des jeux. En 89, Nintendo fait la même chose en s'alliant avec Universal pour produire The Wizard, un gamin qui traverse le pays jusqu'en Californie pour participer à une grosse compétition de jeux vidéo. La première apparition de Tobey Maguire à l'écran, mais c'est aussi un énorme placement de produit. I love the Power Glove. Une grosse excuse pour faire de la pub aux jeunesses sans aucune honte. La compétition de fin se joue sur Super Mario Bros 3 qui devait sortir 2 mois après le film. En 93, Nintendo saute enfin le pas et sort la première adaptation live de Mario et c'est horrible. Ah, vous êtes plombier? Lui oui, mais moi je suis encore apprenti. Dans la voiture. J'ai rien fait moi. Dans la voiture. Vous arrêtez aussi les plombiers maintenant. Mario et Luigi, deux plombiers, rencontrent Daisy, oui pas Peach, parce que Mario il est gros, et donc c'est Luigi qui finit avec la fille. Merci Hollywood. Une archéologue qui se fait capturer et emmener en enfer. Parce que ça, désolé, c'est pas le royaume champignon. Aucun rapport avec le jeu. Yoshi est un vélociraptor et les Goombas me donnent des cauchemars. Rien n'a de sens, rien n'est bien. Bowser veut récupérer une météorite pour fusionner notre monde et le sien. Ça marche pas, il se transforme en T-Rex. Bref, une version dark et crade de l'univers de Mario aurait pu être intéressante, mais pas pour une première adaptation. Dès sa sortie, tout le monde le déteste. Un énorme four financier, l'acteur de Mario a même dit que c'était la pire erreur de sa vie. Nintendo, traumatisé, arrête les live-action pendant 26 ans. On doit attendre 2019 pour qu'ils reprennent la confiance grâce au succès de Détective Pikachu. Pokémon, attrapez-les tous. Pokémon, mais dans la vraie vie, depuis le temps qu'on en rêvait. Plus de 50 millions de dollars dès sa sortie. Le meilleur départ jamais fait pour une adaptation de jeu vidéo. Il rapporte presque 3 fois son budget original. Voilà pourquoi Mario a enfin droit à sa deuxième chance au cinéma. Nintendo passe directement commande à Illumination, le studio des mignons, pour faire un film exactement comme ils le veulent. Et c'est une grande réussite. Enfin, après 30 ans, un bon film Mario au cinéma. C'est fun, drôle, dynamique, les références font plaisir sans jamais forcer, un excellent film de divertissement. En 2013, Karim Debache disait: Mario est et restera à jamais un pur objet de jeu vidéo. Mais aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde aime Mario, particulièrement ceux qui font le film. Son univers loufoque a été accepté comme évident, et au fil des jeux, les personnages ont acquis une personnalité qui les rend adaptables au cinéma. Mettre Mario sur grand écran, c'est possible. On attend déjà la suite, teasée à la fin du film. Le message est clair, Nintendo a réouvert la porte du cinéma, qui sait ce qu'ils feront ensuite. En attendant, ceux qui mélangent à fond cinéma et jeux vidéo avec leur cinématique de fou furieux, c'est Raid Shadow Legends qui sponsorise la vidéo. L'un des meilleurs RPG sur mobile et PC qui vient de fêter son 4e anniversaire. 80 millions de téléchargements, 650 champions, un très bon mélange de collection et de stratégie, avec une communauté hyper active qui me rappelle mes plus beaux jours sur WoW. L'univers est cool et le gameplay très profond. Pour un fan de RPG au tour par tour comme moi, je me régale. La grosse nouveauté, c'est le PVP en direct contre de vrais gens. À la façon d'un Pokémon, il faut faire les bons choix d'attaque, combiner les champions et attention, le niveau est balèze. En plus du prestige, ça rapporte des récompenses incroyables, ensemble d'artefacts, fragments pour un champion du vide légendaire. Regardez-moi tout ce stuff. Bien sûr, si vous voulez pas socialiser, il y a toujours les boss, des vrais défis tactiques. Pour leur anniversaire, Raid fait pleuvoir les cadeaux. Vous êtes nouveau, alors cliquez sur notre lien en description ou scannez notre QR code pour débloquer Kellan Lapi, un protecteur de la forêt qui oblitère ses ennemis avec des attaques de zone. Et en plus, vous aurez plein de trucs gratuits. C'est le meilleur moment pour se lancer dans le jeu. Téléchargez Raid Shadow Legends, le lien en description. Chaque téléchargement soutient la chaîne. Les deux hommes qui ont ruiné le jeu vidéo. Sur la cinquantaine de live-action qui adaptent des jeux vidéo, seuls 5 dépassent les 60% d'avis favorables. Tout en bas, le Tekken de 2010
à 0%. Faut dire que les réalisateurs mis sur ces projets n'ont souvent pas grand chose à faire du jeu de base. Celui du Street Fighter de 94 pensait faire un mélange entre Star Wars, James Bond et un film de guerre. Clairement dans son propre délire, on sent qu'il a tordu les personnages pour les faire rentrer dans des cases à des années-lumière de leur personnalité d'origine. Genre Honda, sumo honorable dans le jeu, là c'est juste un technicien. Le film a quand même cartonné au box-office parce que à l'époque, on voulait voir des persos du jeu se battre sur grand écran. Of course! Mais même ça, c'est raté. Les combats sont cartoonesques et sans saveur. Largement en dessous du film animé sorti la même année. Mais c'est loin d'être le pire. En 2003, le monde découvre House of the Dead. Adapté d'un rail shooter, c'est l'un des plus mauvais films de zombies de l'histoire du cinéma. Rien ne fonctionne, il en a tellement rien à faire qu'il utilise des images du jeu comme transition. L'auteur du massacre, c'est Uwe Boll, la bête noire des youtubeurs cinéma. Durant toutes les années 2000, il inonde les salles avec des adaptations au rabais. Son film suivant, Alone in the Dark, adapté du jeu du même nom, est carrément considéré comme l'un des pires films de tous les temps, tout court. Même avec un texte explicatif de plusieurs minutes au début, c'est incompréhensible. En plus, la deuxième moitié du film est ultra sombre, on voit rien, on pige rien, c'est une vraie perte de temps. À un moment, Uwe Boll sort quasiment 2 films par an. Il achète les droits des licences pour pas cher et finance ses tournages grâce à une faille dans la loi allemande qui fait tout passer en taxe. Quand les critiques lui disent que c'est nul, il les invite à un tournoi de boxe pour leur casser la gueule. Et ben, le sommet de sa carrière, Postal. Adapté du FPS de 97, impossible à résumer, c'est 1h40 de second degré et de blagues random décomplexées. Boll a complètement embrassé sa propre médiocrité et essaye juste de choquer le plus de monde possible. Malgré le buzz, le film n'a même pas rapporté 1% de son budget original. En 2005, l'Allemagne corrige la faille et après son adaptation tout aussi médiocre de Far Cry et l'échec de ses Kickstarter, Boll ne peut plus financer ses films et se retire officiellement du monde du cinéma. Fuck yourself. Pour lui, le jeu vidéo, c'était surtout une manière de faire ses productions qui seraient restées complètement inconnues autrement. En lui crachant dessus parce qu'il ruinait nos licences, on lui a paradoxalement permis d'exister. Et celui qui a poussé cette technique jusqu'au bout, c'est Paul W.S. Anderson. On le connaissait déjà pour le film Mortal Kombat de 95, mais en 2002, il revient avec Resident Evil. Elle m'a mordu. Une série de jeux légendaires qu'il massacre complètement. Un ego trip centré autour du personnage d'Alice, joué par sa femme Mila Jovovich. Ça fait pas peur, les zombies sont mal filmés, la musique est nulle, l'histoire n'a rien à voir, mais c'est rentable. 103 millions de dollars pour un budget d'à peine 33, on décide d'en faire 5 suites. On peut même plus vraiment parler d'adaptation. À part les noms des personnages, Anderson part dans son propre délire. C'est des blockbusters d'action sans saveur. Si vous les aimez parce que vous avez grandi avec, pas de soucis, mais ça vole pas haut. Le plus triste, c'est que grâce à son succès, Anderson est devenu le réalisateur par défaut pour les adaptations de jeux vidéo. En 2020, il revient avec Monster Hunter. Là aussi, rien à voir avec l'œuvre originale. L'univers, l'histoire, la fantasy, non, ce que les gamers y veulent, c'est des militaires qui tirent sur des monstres. Bien sûr, le constat est clair, au cinéma, le jeu vidéo, on s'en fout. Heureusement, nous, on s'en fout pas, on adore en parler, et pourtant, 70% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés, donc allez-y, défoncez-moi ce bouton, ça nous aide vraiment. Quelle est l'adaptation de jeu la plus chère ? En 1993, le monde découvre Tomb Raider, un jeu d'action-aventure porté par son héroïne chasseuse de trésors et tueuse de T-Rex, Lara Croft. Badass, intelligente, elle devient une icône culturelle qui trône dans le livre Guinness des records comme l'héroïne de jeu la plus populaire de l'histoire. Naturellement, on en a fait des films, et pas des petits. Le premier en 2001, 115 millions de budget s'il vous plaît, avec Angelina Jolie dans le premier rôle. Malheureusement, à part quelques scènes d'action sympas, c'est pas très bien. Lara se bat contre des Illuminati qui veulent lui voler une horloge magique, le rythme est bizarre et les personnages ne sont pas crédibles une seule seconde. Le truc c'est que, cette fois, on peut pas dire que ça respecte pas l'œuvre originale. Les histoires des jeux Tomb Raider ont toujours été des gros scénars de série B. Ça passe sur console manette en main, mais pas sur grand écran. Tomb Raider l'a bien compris quand il revient au cinéma en 2018. On suit une Lara plus jeune, plus empathique, dans une aventure épique mais centrée sur ses angoisses et sa progression, bien plus adaptée au cinéma. Un succès critique et 247 millions au box-office. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a pigé comment faire? Non.
L'adaptation d'Uncharted de l'année dernière a le même problème. Les acteurs sont bien et le film colle à l'ambiance. Mais ça reste de l'Indiana Jones réchauffé, une copie bancale d'un genre que le cinéma a déjà écumé depuis 20 ans. Malgré tout, progressivement, les projets deviennent de plus en plus ambitieux. Déjà en 2005, le film Doom impressionne avec son plan séquence en vue subjective. Un an plus tard, c'est Silent Hill qu'on adapte au cinéma. Le réalisateur est un vrai fan qui comprend l'atmosphère si originale du matériel de base. Malheureusement, on a aussi eu beaucoup d'échecs. Hitman et Max Payne peinent à convaincre leur public. Final Fantasy The Spirit Within, malgré sa technique impressionnante pour l'époque, est un des plus gros flops au box-office de l'histoire. 85 millions de bénéfices pour 137 de budget. Le plus gros alloué pour une adaptation de jeux vidéo de l'époque. Aujourd'hui, c'est le film Prince of Persia, Les Sables du Temps qui détient le record avec 200 millions de budget. Acteur tendance, énorme décor, mais une histoire bancale. Le voyage dans le temps, ça marche bien en tant que mécanique de gameplay, mais en cinéma, ça ruine l'attention. Une clim au box-office qui fait plonger la licence tout entière avec elle. Mais même si c'est peut-être pas un énorme succès, peu importe, l'important c'est que ça parle du jeu. En 2016, lors de la sortie d'Assassin's Creed, épopée sympa mais sans plus sur un groupe d'assassins à travers le temps. Le patron d'Ubisoft explique que le but du film c'est pas de faire de l'argent, mais de faire découvrir la licence à plus de monde. En 40 ans, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle du monde, devant la musique et le cinéma. Les rôles sont inversés, maintenant c'est les développeurs qui font des films comme des pubs pour leur licence. C'est ce qu'a fait Blizzard avec le film Warcraft ou CD Projekt Red avec la série Cyberpunk, qui a à elle seule relancé la hype d'un jeu jusque-là presque mort. Avant, c'était un privilège qu'un jeu passe au cinéma, maintenant on a de plus en plus l'impression que c'est l'inverse. Ces séries qui ont sauvé le jeu vidéo. En 2019, on a tous été soufflés par The Witcher. Ambiance incroyable, scénario solide, même si à la base l'histoire de Geralt de Rive qui chasse des monstres en cherchant sa protégée Ciri vient d'un roman polonais, la première saison est surtout inspirée par le jeu vidéo qui a rendu la licence célèbre. Chaque épisode est une quête avec un monstre à abattre et même l'acteur principal avoue être un énorme gamer. PlayStation or Xbox? PC. 76 millions de visionnages rien que dans son premier mois, The Witcher nous a rappelé que le jeu vidéo avait sa place dans les séries. Après tout, le problème des adaptations, ça a toujours été le temps. Comment résumer un Final Fantasy de 50 heures en une pauvre heure et demie? Grâce aux séries, on raconte l'histoire à notre rythme, sans pression, avec tous les détails qu'on veut. Le plan parfait, en théorie. Pokémon, Fate, Inazuma Eleven, presque 3/4 de toutes les séries adaptées de jeux vidéo sont en animation, la plupart japonaises. Là-bas, ils ont jamais eu de problème pour parler de jeux vidéo. Y'a qu'à voir les films Animal Crossing et Professor Layton, tous les deux des succès critiques et commerciaux. Mais chez nous, pendant longtemps, c'était ça. Attention, je suis chatouilleux. On sent la différence dans le rapport à l'animation. Sonic X au Japon, c'était Sonic et ses potes qui sauvent le monde de Robotnik. En Occident, c'est juste une parodie de Bip Bip et Coyote. Sans surprise, en 2008, lorsque Wakfu adapte son jeu en série avec une histoire ambitieuse, c'est des animés japonais qu'elle s'inspire. En 2022, les créateurs de Cyberpunk 2077 engagent carrément tout un studio d'animé pour faire le boulot à leur place. En mode, tenez, de toute façon, vous faites ça mieux que nous. Après, ces dernières années, on se rattrape. L'année dernière, on a eu la très solide série Halo sur Paramount, tandis que Netflix, de son côté, mène la danse avec des adaptations très correctes comme Carmen Sandiego, Cuphead et surtout Arcane. Génialissime série made in France tirée de l'univers de League of Legends. 100% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, streamé plus de 120 millions d'heures dans le monde entier. Un sans faute, une écriture stellaire qui révèle toute la subtilité des héros du jeu. On n'est pas loin de la meilleure adaptation de JV jamais faite. Et ce succès, il ressemble à celui de The Last of Us. Jusque-là, les séries en live action sur le jeu vidéo, c'était rare. Mais élu jeu de l'année 2013, l'histoire entre Joel et Ellie qui parcourt le monde rempli d'infectés semblait parfaite pour le cinéma. La dynamique entre les deux héros fonctionne superbement bien, certains vont jusqu'à dire que c'est la meilleure histoire de jeu vidéo jamais écrite. La série, en partie dirigée par le scénariste du jeu, a les mêmes qualités et va carrément plus loin. Les épisodes prennent leur temps et espacent les moments de tension avec des passages plus calmes d'introspection. C'est le cas de
de l'épisode 3 qui se détache complètement de l'intrigue pour s'attarder sur 2 personnages secondaires. Tout ça aurait été impossible en jeu vidéo. La série utilise ses outils et ses codes à elle pour nous montrer de nouvelles facettes de l'univers. Et finalement, c'est ça la clé d'une bonne adaptation. Avec un lancement encore plus gros que House of the Dragons, le succès de The Last of Us a ouvert la voie. Les annonces se multiplient, Life is Strange, Alan Wake, God of War, tout le monde a vu le potentiel des séries de JV en live action. Est-ce que c'est elles qui seront le renouveau du genre? L'avenir nous le dira. Au final, ça fait un moment qu'on a des bonnes adaptations de jeux au cinéma. Dernièrement, elles sont toujours meilleures et toujours plus rentables, comme Angry Birds qui a rapporté 352 millions au box-office en 2016. Mais tous les précédents désastres font peur aux producteurs qui n'ont pas tous envie de mettre leur argent dans un milieu aussi risqué. On attend depuis 2008 un film sur BioShock réalisé par le gars derrière Pirates des Caraïbes. Mais conflit de producteurs et manque de budget, on est toujours sans nouvelles. Monkey Island, Gears of War, Fallout, plein de jeux commencent à être adaptés mais sont annulés en cours de route. Le manque de confiance, c'est ça, la malédiction du jeu vidéo au cinéma. Les rares qui arrivent sur grand écran doivent faire leurs preuves. Le premier film Sonic de 2020, en plus de revenir de très loin avec son premier design des enfers, n'a rien à voir avec le jeu. Le héros de dessin animé qui arrive dans notre monde pour aider l'américain moyen avec ses problèmes de couple, littéralement le film Les Schtroumpfs. C'est seulement après le succès du 1 que la suite de 2022 a pu ramener Tails, Knuckles et tout le monde pour faire un vrai film Sonic. C'est mon destin de réussir là où mes ancêtres ont dû renoncer. Le jeu vidéo au cinéma porte encore les cicatrices de son passé, mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, ça fait longtemps que le JV est devenu une part de la culture mainstream. Mario, Sonic, Lara Croft parlent à tout le monde, et ceux qui ont grandi avec une manette en main sont entre-temps devenus des scénaristes, réalisateurs et producteurs qui aiment profondément les œuvres qu'ils adaptent. Dernièrement, le jeu vidéo se glisse aussi partout, même en dehors des adaptations. Scott Pilgrim avec ses power-up et ses ennemis qui éclatent en pièces, Pixel qui transforme des vieux jeux rétro en aliens tueurs de planètes, Ready Player One et sa masse énorme de références, ou les mondes de Ralph, une lettre d'amour aux gamers et au monde de l'arcade. J'ai plus envie d'être un méchant. Des films grand public qui parlent de manière positive du jeu vidéo depuis le début, c'est tout ce qu'on voulait. J'ai hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent. On va bientôt avoir une série God of War et Tomb Raider sur Amazon, et Borderlands arrive sur grand écran cette année. Quelle adaptation vous attendez le plus? Perso, j'adorerais voir un film sur Zelda ou Metroid. On sait pas encore où tout ça nous emmène, mais ce que je sais c'est que le futur du jeu vidéo et du cinéma est entre bonnes mains. Merci à Lohan pour sa participation, allez voir la deuxième partie de la vidéo qu'on a fait sur Crash Bandicoot et abonnez-vous en même temps, comme ça vous êtes un vrai hunter. Sur ce, c'était Théromique, vive le cinéma, vive le jeu vidéo, à la prochaine.